Que s'est-il passé dans les épisodes diffusés du lundi 6 au vendredi 10 septembre et à quoi s'attendre pour les opus 4366 à 4370? Eh bien mes chères Mistraliennes, Mistraliens, soyez les bienvenus, Josh pour vous servir. Attachez vos serviettes et régalez-vous parce que là on va déguster de la courgette. Vont-ils le faire? Apostrophé par un Bilal éructant au bras d'une ombre qui a répondu à tous ses désirs, Noé tente par tous les moyens de satisfaire son ego en couchant avec Lola. La jeune femme préfère prendre son temps et évite assez mal d'être assimilée à une sorte d'Elisabeth Bathory, mais où la sauce barbecue aurait été troquée par une sauce blanche. Si les parents de Noé sont déjà persuadés qu'il a monté dans les tours avec sa petite amie, en réalité il n'a même pas enjambé la moindre pièce de son arche. Seul chez lui, il se saisit donc d'une courgette pour dérouler un préservatif afin de préparer la grande ébullition. Malheureusement, le préservatif s'enfuit comme de vulgaires patates sautées et on voit très bien que Blanche préfère refiler la patate chaude à son ex-mari car c'est Franck qui est sommé de parler de sexualité à son fils. À plusieurs reprises, ça devient bouillant entre Noé et Lola, il suffit d'un zeste de maladresse pour fâcher la petite amie qui se referme comme une huître. Quant à Kylian, il s'amourage de l'ovni Betty, point de tiédeur chez la jeune femme qui lui offre d'emblée ses lèvres sucrées, rouges comme une tomate et le cerveau en mode automate. Il est anesthésié dans sa propre chambre au moment où la cousine de Jules lui renvoie un bisou trop chou. Mais le lendemain à Scoto, Betty est au téléphone lorsque Kylian vient l'aborder. Malheureusement, le film qu'il s'était construit en assurant à Noé et Lola qu'il était presque en couple avec la jeune femme se transforme en véritable navet. Betty assure ne pas le reconnaître et c'est un Kylian très déçu qui prend conscience qu'il va devoir cravacher pour goûter aux fruits défendus. Oh, cette partie m'a fatigué, je vais aller me ressourcer avec une bonne bouillabaisse de Roland. Et bon appétit, bien sûr. En rivalité avec sa mère Babette depuis plusieurs semaines, Léa a enfin trouvé un terrain d'entente avec celle-ci. La mère des jumelles a promis à veiller à ce que la sœur d'Émilie ne manque de rien après l'avoir globalement négligée ces derniers temps. Bauer, pour sa part, vit peut-être la meilleure période de son existence depuis la disparition de Samia, mais un problème empêche son total épanouissement, l'hostilité de Lucie à l'encontre de sa belle-maman. Alors qu'elle vient de passer une journée détente avec sa mère à l'appartement de Bauer, Lucie se montre très cassante en reluquant les couettes de Léa qui croit bon de lui faire observer qu'elle a copié sur la fillette. Remontée, Lucie lui fait remarquer qu'elle n'a plus 8 ans. Bon, rappelons qu'il y a moins de 8 ans, la mère de celle qui n'a plus 8 ans n'avait pas encore 18 ans. Et sans déconner, vous l'avez chopé où votre accent au fond du Larzac? Madame Nebou, qu'est-ce que vous faites là? Quoi? Je suis le cours. Lucie enfonce méchamment le clou en reprenant la médecin pour lui dire qu'elle n'a pas eu un contrôle de sciences mais d'histoire géo. Surtout qu'elle n'a pas mis de pouce bleu à cette vidéo et qu'elle ne s'est pas non plus abonnée à la chaîne. Bon, les petits progrès observés entre Lucie et Léa sont encore bien fragiles. Il faudra probablement patienter jusqu'à l'accouchement de Léa pour avoir une relation véritablement apaisée entre la fillette et l'adjointe au maire. Une fillette qui n'a pas encore fait le deuil de sa maman et c'est bien normal, laissons du temps au temps. Avec l'association Baptiste César et le comportement de ce dernier qui n'a cessé de contempler son ex-maîtresse, camarade de classe, collègue de travail, confidente, beaucoup s'attendaient à ce qu'on écrive un nouveau chapitre de l'histoire si singulière entre Emma et César, mais il n'en est rien. C'est finalement Baptiste et Barbara qui n'ont de cesse de se rapprocher, tantôt leur caractère volcanique, leur expérience du foyer, le comportement paternel du jeune homme envers Mathis devant une Barbara qui rêve d'être mère, et bien tout ça fait qu'on a une attirance mutuelle. Le baiser est tout proche lors du second saut en parachute, mais qu'on se rassure, ce n'est que partie remise. On va voir qu'ils vont rapidement gagner en intimité et le coup de grâce pourrait être porté quand la cuisinière voit Baptiste torse nu pour évoquer ce flirt intervenu lors de l'atterrissage. Comme de coutume dans ce genre de situation, ils essayent de se rassurer, le mari d'Emma parle d'une surdose d'adrénaline liée au parachute, mais non, ils ne se font guère d'illusions sur la nature de leurs sentiments. Bon, un spoiler, quand ils vont coucher pour la première fois, ils se diront qu'ils ont fait une grosse connerie et que ça n'arrivera plus jamais. Moi j'adore l'idée de cette association, même si elle vient un petit peu de nulle part car je trouve le rapprochement assez expéditif, mais ça pourrait libérer de la place pour Emma et César. Rendez-vous dans ma chronique habituelle Mistral gagnant, Mistral perdant pour évoquer le futur de nos deux futurs encore-nés du Mistral. Ce quatuor lié de plus ou moins près à Jacob et Camille ne laisse finalement que très peu de place à d'autres intrigues. L'heure est grave à présent
Évoquons le sort du tueur en série, la mort de Maxime et le plan 666 imaginé par Nebou pour étoffer un peu plus son palmarès de tracker. Avec l'aval de Revel, Nebou demande à Kevin de se rapprocher de Camille, de devenir intime avec elle, quitte même à mettre de côté son couple avec Emily. Pendant ce temps, Camille et Jacob décident de tuer Maxime. Quelques semaines après la mort d'Alice, mort supposée, le psychopathe sévit à nouveau, contraint et forcé par le corbeau qui menace de divulguer son identité. Le duo infernal veille d'abord à soulager sa conscience, ainsi la sœur d'Emma fouille le coffre de Maxime et elle y retrouve des menottes, du GHB. Jacob il va un petit peu vite en besogne, tout de suite il clame que Maxime est un pervers sexuel, un violeur. En gros, il mérite pleinement de se faire ensevelir vivant. C'est Jacob qui le dit. Vous êtes culotté quand même, hein. Point de pitié, le pauvre moniteur de parachute qui a passé les dernières années de sa vie à prendre de l'altitude se retrouve plus bas que terre, couvert de gravier. Mais Camille est persuadée d'avoir débarrassé la Terre d'un méchant garçon, donc tout va bien, la morale est sauve. Kevin, quant à lui, il ne se pose pas beaucoup de questions, il organise une fausse agression dans laquelle il porte secours à une Camille soulagée et qui se confond en remerciements. Emily, qui s'est royalement désintéressée de la crise familiale ayant opposé sa mère à sa jumelle, réapparaît pour la sauvegarde de son couple. Elle sent que son homme s'éloigne et bientôt une crise va éclater sans que Kevin ne puisse faire quoi que ce soit puisqu'il est en mission. Maintenant qu'on a une Camille plus adulte, est-ce que Kevin est susceptible de développer de réels sentiments pour la sœur de l'une de ses meilleures potes? Vous le trouvez vraiment fusionnel, vous, le couple Kevin-Emily? En tout cas, Camille va être rapidement obsédée par son sauveur, jusqu'à gribouiller des dizaines de fois son prénom sur une page. Parmi les intrigues qui se sont brièvement intégrées aux épisodes, et ça ne m'a pas plu du tout, nous avons eu le déménagement de Sacha à l'hôtel de Luna, une Myrtha qui ne déteste mais alors plus du tout son ex-gendre et qui s'empresse carrément de le défendre devant l'attitude qu'elle juge hautement cruelle de sa fille. Et dans tout ça, Victoire se barre à Montpellier. Ça va faire 3 ans que Flavie Péan a regagné le Mistral après avoir subi la loi de dirigeants dénués d'humour dans une parodie pour Canal. Et hormis l'intrigue qu'il a vu revenir après avoir pris les traits de Mathilde, l'éternelle interne n'a plus fait reparler d'elle. Même l'agression de Sacha ne l'a pas ramenée considérablement à l'écran. Sa romance adolescente avec le docteur Romain Vidal devrait donc être le dernier scénario impliquant Victoire avant un long, très long moment. Et c'est bien dommage. Pour le gros point positif de cette semaine, je veux reparler d'Emma et César. Et en prononçant simplement le prénom du personnage incarné par Grant Lawrence, j'ai le sourire. Chaque apparition de César à l'écran rend l'atmosphère plus légère. Cette semaine, la scène durant laquelle il évoque en toute décontraction le rapprochement évident entre Baptiste et Barbara devant Emma est probablement l'une de mes scènes préférées ces derniers mois. Je vous invite à revoir ce moment qui fait partie de l'épisode diffusé ce vendredi où il fait remarquer « C'est vrai que toi et moi, on n'a pas de leçon à donner » tout en se délectant de faire rappeler à Emma qu'ils ont partagé une liaison avec ce regard plein de malice. Si parmi les deux couples, César est probablement le plus passif, dans le remue-ménage, il n'est pas loin de prendre autant de plaisir à travers son rôle d'observateur. Et c'est aussi ce qui rend la performance de Grant Lawrence tout à fait formidable. Garder cette complicité entre César et Emma. La mère de Mathis ne sait jamais vraiment comment réagir avec lui et ce sont toujours des moments de flottement qui créent des attentes quand ils sont ensemble. C'est super. Voici ce qu'il y avait à dire pour les épisodes de la semaine et les temps forts à découvrir du 10 au 14 septembre. Avant de nous quitter, une petite information puisque je sortirai dans une dizaine de jours le second opus de la collection rétro, la table du Mistral. Nous allons nous intéresser aux lieux cultes qui ont disparu du feuilleton, lieux professionnels uniquement. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, le premier numéro a été consacré au lien entre PBLV et les jumeaux. Vous pouvez le retrouver sur ma chaîne. Merci en tout cas d'être fidèle et rendez-vous le vendredi 17 septembre pour continuer à faire vivre ce podcast qui est vôtre, mais surtout mistralement nôtre. Bye bye.